Bonjour à tous et bienvenue à cette 28e édition de la Convention Patrimonia. Je me présente, Anne-Lise Selmer, donc je suis la nouvelle commissaire générale de la Convention et je dirige par ailleurs le pôle assurance et finance du groupe Infopro Digital. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette édition spéciale. Effectivement, on est heureux de se retrouver, je pense. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là avec vous. Et puis donc, on va démarrer cette convention avec une allocution d'ouverture qui sera donc faite par Olivia Grégoire. Et puis ensuite, une conférence plénière sur l'économie, avec un regard croisé sur l'Europe, la Chine, les États-Unis. Et donc, je vous laisserai effectivement découvrir ensuite cette table ronde. Je voulais aussi juste en profiter pour vous dire qu'effectivement, sur cette convention, donc on attend 7500 congressistes et plus de 300 partenaires exposants sont présents. Donc, je les remercie d'être là aujourd'hui. Et puis derrière, beaucoup d'innovations. Vous allez retrouver la Digital Factory, l'espace FinTech, la Patrimonia Télé. Et sans plus attendre, écoutez, je laisse place la parole à Olivia Grégoire et je vous souhaite encore bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous, c'est un très grand plaisir de pouvoir introduire la Convention Patrimonia qu'on ne présente plus. C'est avec un intérêt tout particulier que je m'adresse à vous depuis Bercy, puisque vous avez vraiment un rôle très important pour l'allocation de l'épargne. Et ici, au ministère de l'économie, nous pensons très sincèrement que la finance a un rôle absolument majeur et stratégique à jouer dans la transition écologique et sociale que nous appelons tous de nos voeux. C'était, vous vous en rappelez, notamment un des enjeux de la loi Pacte que j'ai présidée au Parlement avant de rejoindre le gouvernement. Loi Pacte qui prévoit désormais la présentation aux nouveaux souscripteurs d'assurance vie des unités de compte vertes, solidaires et ISR. Les gestionnaires de patrimoine, les conseillers financiers en général, travaillent pour leurs clients. C'est à la fois évident, mais aussi tout à fait souhaitable. Ils ont vraiment, dans ce cadre de conseil, un impact majeur, un impact social très important lorsqu'ils permettent d'allier performance financière, rentabilité financière attendue et légitime, à la performance extra-financière et à l'impact, au-delà du financier, au plan environnemental, social et de gouvernance. Savoir où nous investissons nos richesses, c'est savoir à quoi ressemblera le monde de demain que ces financements contribuent à créer. Je tenais vraiment à m'adresser à vous ce matin parce que vous êtes des intermédiaires, des acteurs absolument essentiels dans l'allocation plus idéale, plus juste, plus soutenable de cette épargne. Et je sais que vous allez parler d'un sujet qui m'est très cher et depuis longtemps, la finance à impact. En mars dernier, j'ai lancé avec Finance for Tomorrow, que vous connaissez, une task force de place, aujourd'hui composée d'une centaine d'experts, de praticiens, et guère de théoriciens, de praticiens, d'hommes et de femmes qui pratiquent au quotidien cette finance à impact, dont l'objectif d'abord est de clarifier et la définition et les méthodes, mais aussi et peut-être surtout d'accroître les financements alloués à des entreprises à impact positif. La finance à impact, c'est en un mot la finance du bien commun. Je crois profondément au potentiel économique énorme de ce marché. Regardez les jeunes entreprises innovantes. La plupart d'entre elles essaient de répondre à un défi sociétal en plus de leur réponse et de leur portage d'un modèle économique. Je crois aussi que c'est un mouvement qui a la capacité de changer l'image de la finance et de renouveler l'intérêt des métiers du secteur financier, notamment à l'endroit des jeunes talents. L'impact va devenir dans les prochaines années absolument crucial pour des questions de compétitivité, mais aussi d'attractivité de la place financière de Paris et de l'économie française en général. Il est très probable que plus une décision économique ne soit prise sans considération de l'impact sur l'environnement, par exemple, et c'est ce que les régulations en cours au plan européen sont en train de préparer. Avec Bruno Le Maire, nous souhaitons que la mesure d'impact devienne un réflexe pour les entreprises, mais nous souhaitons aussi, avec Bruno Le Maire, valoriser les entreprises qui s'engagent déjà. C'est l'objectif de la plateforme impact.gouv.fr que j'ai lancée au printemps dernier et qui permet à chaque entreprise volontaire de commencer son parcours en étant
plus transparente sur les actions qu'elles mènent et sur leurs impacts au plan environnemental, social et de gouvernance. Si vous proposez des stratégies d'investissement responsables à vos clients, si vous faites en sorte que votre entreprise soit un lieu d'émancipation pour vos salariés, si vous êtes attentif à l'amélioration des conditions de travail, à l'amélioration du climat social, si vous avez à cœur de développer très concrètement une gouvernance juste, inclusive, une gouvernance qui met notamment des femmes aux organes de direction, alors vous n'avez plus qu'un pas à franchir. Tapez impact.gouv.fr, rejoignez-nous, rejoignez la communauté et faites connaître vos efforts, vos réalisations et vos progressions en matière d'ESG. Je ne doute pas que les discussions de ce jour vont vous permettre d'échanger, de mieux comprendre, de mieux percevoir tout l'intérêt et toute l'ambition de la finance à impact. Je vous souhaite évidemment 2 très bonnes journées lyonnaises qui seront, je n'en doute pas, riches d'apprentissage, de retours d'expérience pour une finance à impact positif. Et de Lyon à Paris, dans toute la France et pour tous les projets, comptez sur mon soutien absolu au service d'une finance à impact positif et d'une finance qui a déjà commencé mais qui peut vraiment encore plus nous aider à transformer notre monde et à assurer ce que nous devons aux générations à venir, une transition écologique et sociale juste et solidaire. Très belle journée à vous et merci encore de m'avoir permis de vous adresser à vous. Bonjour à tous et bienvenue. On va en parler de finances positives dans cette première table ronde. Où va l'économie mondiale? Regard croisé sur l'économie des 3 continents. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ou nous ont déjà rejoints. Alors vous le savez, la planète sort d'une crise d'une violence inouïe, la plus importante depuis 80 ans, une crise déstabilisante pour les États et traumatisante pour les citoyens, mais qui a été pour l'instant relativement gérée à travers le monde. Aujourd'hui, et dans ce contexte, on peut donc se demander où va l'économie mondiale, comment les relations et les économies de l'Europe, des États-Unis et de la Chine peuvent cohabiter, coexister. Alors pour en parler et croiser les regards, aujourd'hui à mes côtés, Thérèse Rebière, bonjour et bienvenue. Vous êtes économiste du travail, maître de conférence au CNAM et vous préparez un ouvrage sur les États-Unis. Jean-François Huchet à ma droite, bonjour et bienvenue. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste de l'Asie. Votre précaré est président de l'INALCO, on le sait bien. Et enfin Philippe de Sertine, bonjour. Vous êtes, vous, professeur à Paris 1, spécialiste de la finance et du financement vert, dont on vient de parler à l'instant, et surtout directeur de l'Institut de la haute finance. Sachez que vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez aux hôtesses qui se trouvent à vos côtés en fin de conversation. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La crise, j'en parlais à l'instant. La crise, Philippe de Sertine, elle est plutôt devant ou derrière nous ? Alors pour vous répondre complètement, il manque une 4e personne qui serait un spécialiste en épidémie. Puisque là, quand même, évidemment, nous, on est économistes, on va vous dire, lorsqu'on regarde la situation actuelle... Alors je reprécise ma question, la crise économique et financière. Oui, ben, ça va dépendre de la 4e personne. C'est-à-dire si on avait une autre vague, si on avait un autre confinement, ce qu'aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas, évidemment, tout ce que nous sommes en train de dire serait complètement remis en question. Si nous sommes dans l'idée que du point de vue de l'épidémie, elle est sous contrôle du point de vue mondial, la crise est derrière nous. C'est-à-dire, nous avons eu l'année dernière, comme vous l'avez dit, la baisse de croissance, l'effondrement de croissance le plus important. Alors on dit 80 ans, 100 ans, au fond, on n'a jamais eu un arrêt de l'économie. On n'avait jamais connu ça. On a eu en France moins 8%, ce qui est absolument incroyable, inouï, inimaginable. Et nous allons avoir cette année une croissance qui est inimaginable, c'est-à-dire 6,2. Enfin 6% du point de vue du gouvernement, mais on pense qu'on va même être au-dessus des 6%. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et d'ailleurs, que quand on est sur le terrain, les chefs d'entreprise qui sont dans la salle vont nous dire « mais moi je suis confronté à une augmentation de ma demande que je n'ai jamais connue, avec d'ailleurs, alors là c'est quelque chose de paradoxal, une crise de croissance, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'on ne connaissait pas lorsque vous avez un afflux brutal d'activités qui va se poursuivre
un peu plus faiblement, mais va se poursuivre l'année prochaine, et qui, on va dire, va se calmer fortement, probablement dans 2 ans. Dont on reparlera tout à l'heure, c'est notamment la crise du recrutement, hein, dont vous parlez à demi-mot. Jean-François Huchet, l'après-crise, elle sera, selon vous, plus difficile que la crise ? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des zones, puisqu'on va rentrer dans le détail. Ensuite, si on revient sur l'Asie, on peut dire que l'année 2020 a été moins difficile pour l'Asie. Alors, je mets peut-être du côté l'Inde, qui a connu une situation extrêmement difficile, comme chacun sait, mais la situation a été, et la crise a été relativement mieux gérée en Asie qu'en Europe et aux États-Unis, comme chacun sait. Par contre, l'après-crise et l'année 2021 est plus compliquée. Peut-être l'année 2022 va être plus compliquée en Asie en raison du vaccin et effectivement de la possibilité de rouvrir les frontières rapidement, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Selon vous, quelles sont les zones qui ont été particulièrement bien gérées ? Encore une fois, si vous prenez l'Asie, alors bien sûr vous avez des différences énormes. Vous avez une Chine qui a géré aussi avec ses propres outils, avec par exemple des dispositifs qui seraient inimaginables en Europe pour des raisons qui tiennent aux droits de l'homme. Mais vous avez des systèmes démocratiques comme en Corée du Sud, en Thaïlande ou à Taïwan, où vous avez eu un nombre de morts très très faible, qui reste inimaginable en Europe au regard des statistiques qu'on connaît aujourd'hui. Thérèse Rebière, est-ce que vous partagez l'avis de Jean-François ? Cette crise, elle a été globalement bien gérée selon vous ? Oui, alors quand on emploie le terme global, il faut avoir en tête qu'effectivement, on a des économies qui sont très différentes et que les chocs n'ont pas impacté ces économies de la même façon. Il n'y a pas d'homogénéité dans les chocs, il n'y a pas d'homogénéité dans les mesures de politique publique qui ont été mises en place. Donc on peut dire qu'elle a été globalement bien gérée, au moins dans nos économies occidentales et en particulier en zone euro et en France, et également aux États-Unis, sur lequel je reviendrai, mais essentiellement parce que finalement les projections les plus pessimistes ne se sont pas réalisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de véritable rupture des chaînes de valeur, donc on n'a pas eu de difficultés d'approvisionnement. On commence à en avoir certaines, mais qui sont finalement liées aux conséquences de sortir de la crise et pas à la crise elle-même. En début de crise, il y a aussi ce sentiment qu'il y a eu peut-être des difficultés de communication, peut-être un peu en France, mais finalement dans beaucoup de pays face à l'incertain. En revanche, si on veut revenir vraiment sur l'aspect économique des choses, donc l'INSEE nous indique qu'effectivement la croissance est forte et que nous allons retrouver, nous en France, notre niveau de production d'avant-crise avant la fin de l'année. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça correspond au scénario optimiste de la Banque de France de l'année dernière. La Banque de France avait proposé plusieurs scénarios, un scénario médian, optimiste et pessimiste. Le scénario pessimiste nous donnait une reprise qui n'était toujours pas effective en 2023. Il y avait un écart entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste de plus de 14%. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que la capacité même des prévisionnistes à pouvoir envisager, anticiper cette crise correspond exactement à ce que Philippe de Sertine disait, c'est-à-dire qu'on était vraiment contraint par l'aspect sanitaire, on est capable de faire des prévisions au jour J, mais en revanche on ne sait pas si, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, elles seront vérifiées. Aux États-Unis, on a un meilleur retour à la croissance qu'en France, mais c'est essentiellement lié au fait que les politiques publiques et également la structure de l'économie, et en particulier la structure du marché du travail, sont très différentes des nôtres. En fonction de ce que vient de dire Thérèse, Philippe de Sertine, est-ce que vous diriez que l'économie mondiale, elle est fragile, vulnérable aujourd'hui ? Quel est le mot que vous employeriez ? Je crois que l'économie mondiale aujourd'hui est repartie dans une croissance très forte, mais que cette croissance très forte est compliquée à gérer. Elle est compliquée à gérer du point de vue des pays les plus riches, et on voit effectivement en ce moment une situation qui peut nous conduire à des pénuries ou en tout cas de l'inflation. Les banquiers centraux qui se réunissaient avant-hier
commence vraiment à se poser la question comment nous allons gérer le redémarrage. Et donc là, il y a une fragilité structurelle. Et puis d'autre part, il y a cette question de disparité de mode de fonctionnement qui s'est accrue avec la crise. Je crois que vraiment Covid joue un effet d'accélérateur de ce point de vue. Donc l'économie mondiale va avoir à gérer cette disparité entre Asie, Amérique, Europe, et puis peut-être aussi, toujours pareil, la personne manquante ici, par exemple, qui serait l'Afrique et les pays pauvres, qui sont probablement les plus grandes victimes de la crise. Mais cette crise de croissance, c'est positif, c'est pas de la vulnérabilité, ça. Alors, c'est positif et c'est de la vulnérabilité, vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir une croissance très très forte et avoir en même temps une vulnérabilité accrue parce que finalement votre système n'a pas l'habitude de gérer des situations de ce genre. À cela, il faut ajouter par rapport à la vulnérabilité, pour reprendre le terme que vous utilisez, le fait que nous avons la crise associée à la pandémie, mais nous avons aussi eu ce retour extrêmement fort, tout le monde l'a constaté dans l'actualité, de la vulnérabilité associée au dérèglement climatique, qui est, on va dire, un élément complémentaire, mais extrêmement important, qui réapparaît comme un élément absolument majeur et qui peut être une cause de vulnérabilité accrue très très rapidement dans les économies mondiales. Le modèle de l'État-providence, il en sort renforcé selon vous ? Alors, l'État-providence, si je devais utiliser un paradoxe, je dirais qu'au fond, évidemment, il a eu l'apparence d'être tout d'un coup hyper présent. En clair, la France, par exemple, l'économie française a fonctionné comme jamais dans le passé, avec des interventions de l'État, avec des injections de l'État de liquidités, comme on n'a jamais eu dans l'histoire. Sauf que ces injections de liquidités, dans un État-providence, elle provient du fait que l'État va chercher la richesse auprès de certains des citoyens ou des organisations les plus riches pour les redistribuer. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a redistribué de la liquidité provenant des banques centrales. C'est-à-dire, si vous me permettez ce raccourci extrêmement choquant, au fond, on a distribué de la fausse monnaie. On a distribué de la monnaie qui n'avait pas de contrepartie de richesse, et tout le travail aujourd'hui des États, et d'ailleurs que répètent sans cesse les politiques, c'est de dire pour que cette fausse monnaie redevienne une vraie monnaie, il faut qu'il y ait de la croissance en face. C'est-à-dire il va falloir que nous reconstituions l'équilibre que nous avons dû rompre, il n'y avait pas d'autre choix, lorsque nous avons vécu cette crise et cet arrêt incroyable de l'économie qui nous obligeait à injecter de la liquidité, on va dire sans objet, de la liquidité qui ne pouvait être justifiée par la création de richesse, puisque par définition, la création de richesse était à l'arrêt. On va rentrer dans le détail de la gestion zone par zone, si vous le voulez bien. On va commencer avec vous, Jean-François Huchet. Comment est-ce que ça s'est passé ? Quel est votre regard sur la gestion de la crise en Chine ? Alors, ça a très mal commencé, puisque ça a commencé en Chine et on le sait aujourd'hui. Ils sont bien rattrapés quand même. Oui, bien sûr. Ça aurait pu mieux commencer dans le sens où s'il y avait eu, d'ailleurs comme dans les autres crises, celle du SARS en 2003, s'il y avait eu un peu plus de transparence du côté du pouvoir chinois, on aurait peut-être pu éviter un certain nombre de choses. Donc ça a très mal commencé, mais comme nous l'avons vu très rapidement, après avoir circoncis à Wuhan, la ville qui a été l'épicentre de l'épidémie, il y a eu une gestion extrêmement efficace de la part du gouvernement chinois, encore une fois, qui est très peu reproductible à l'étranger. Aujourd'hui, en Chine, vous avez un cas de Covid et vous fermez un quartier ou pratiquement par moment une ville et vous allez tester des millions de personnes. C'est très difficilement faisable dans nos pays. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler que nous avons pris des mesures drastiques pour éviter des morts. Et même si les chiffres et les statistiques chinoises très certainement sous-estiment le nombre de morts, notamment au début de la crise, on aurait vu des hôpitaux qui auraient été débordés après le mois d'avril. Or, ce n'est pas le cas du tout. Et on sait que dans la plupart des pays asiatiques, l'Inde à part, eh bien, il y a eu une gestion extrêmement efficace qui a été d'avoir des cas zéro de Covid. Et de ce fait, sur le plan économique, la Chine est revenue, même avant toutes les autres zones économiques. À partir de l'automne, la Chine avait déjà récupéré son niveau de production, de PIB et d'activité tiré par les exportations, avec un plan de relance qui n'était pas appuyé sur une dette. Donc là, on a une différence assez majeure avec ce qui s'est passé aux États-Unis et en Europe, pour des raisons qui sont différentes, mais je crois qu'on va peut-être en reparler par la suite.
Un mot des États-Unis, Thérèse. Les États-Unis sortent-ils renforcés par cette crise, selon vous? Oui, alors c'est une question qui est un petit peu complexe parce qu'elle a plusieurs facettes. Alors bon, il y a la facette politique intérieure, il y a la facette sanitaire et puis il y a la facette internationale. Alors sur un plan international, les États-Unis ont quand même été très fragilisés par cette crise sanitaire, par la façon dont elle a été gérée par Donald Trump, qui était quand même assez chaotique. Et ce qui est intéressant, et là je m'éloigne un petit peu du domaine de l'économie, c'est qu'en fait, nos générations, au pluriel, ont été baignées dans l'idée d'une Amérique ultra puissante portée par l'industrie filmographique. Et on s'est rendu compte lors de cette crise sanitaire que finalement le fonctionnement des États-Unis était beaucoup plus chaotique et finalement beaucoup moins réactif que nos économies à nous, chose à laquelle finalement... Moins solide peut-être. Moins solide. Alors un petit peu en raison de la présidence en place, mais aussi en raison... de la structuration politique et du fonctionnement juridique des États-Unis, qui fait que finalement le pouvoir fédéral est relativement limité. Certaines actions sont laissées aux États, et en réalité, quand on dit les États-Unis, c'est bien des États. Et donc, il y a eu des mesures qui ont été prises par l'État fédéral, mais il y a énormément de mesures au niveau des États qui ont été gérées de façon très différente et avec un clivage très important entre les États avec des gouverneurs républicains et les États avec des gouverneurs démocrates. Alors, je voudrais revenir sur un petit point, parce que sinon je vais oublier, je trouve que c'est très intéressant. Les États-Unis, vous le savez tous, ont été le pays en collaboration avec l'Allemagne qui a découvert le vaccin majoritaire ARN. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est également l'un des premiers pays à avoir mis en place une politique de vaccination massive de la population. Et en réalité, les États-Unis ont plafonné en termes de vaccination complète beaucoup plus vite que nous. Donc on les a dépassés, nous, en France, au mois d'août. Et actuellement, à ce mois-ci, on est à 65% de la population française intégralement vaccinée. Aux États-Unis, ils sont à 55% et ils ont du mal à faire vacciner. Pourquoi ? Parce que le vaccin a été aussi utilisé comme un outil de politique publique. Ça, c'est sur le plan interne. Donc, globalement, ils en sortent plutôt fragilisés, mais en revanche, sur un plan économique, la relance américaine est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que les arbitrages qui ont été faits ne sont pas les mêmes. Et donc finalement, quelle est la stratégie la plus probante ? Ça dépend de l'objectif que vous recherchez. Donc en France, on a souhaité mettre en place des mesures de chômage partiel et d'aide aux entreprises. L'objectif, c'est de limiter l'afflux des chômeurs. Aux États-Unis, on ne peut pas limiter l'afflux des chômeurs en raison de la flexibilité du marché du travail sur laquelle on pourra peut-être revenir. On va revenir juste après sur ce point du marché du travail et du recrutement. Et l'Europe, Philippe de Sartine, alors dans tout ça, fragilisée par la crise ou non, iriez-vous jusqu'à dire que le Covid, ça peut être une opportunité pour l'Europe ? On peut presque le dire, oui. Je crois que l'Europe, finalement, dans son ensemble, finalement, a su gérer la crise. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec sa diversité, ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire une politique de vaccination globalement sur le continent européen, qui a permis globalement efficace, selon vous. Globalement efficace, et qui a permis peu à peu de réouvrir les frontières, puisque le grand problème européen par rapport aux États-Unis, certes, nous avons, comme aux États-Unis, une mosaïque d'États, mais avec des différences beaucoup plus fortes, et pas, évidemment, de gouvernement fédéral. Finalement, l'Europe a réussi à gérer avec... je dirais sa particularité, c'est-à-dire être ensemble et en même temps conserver une autonomie, a réussi à gérer une politique d'ensemble qui permet d'avoir relancé l'économie intra-européenne et les échanges intra-européens de façon, on va se dire, quasi normalisée. Alors il est vrai évidemment que du point de vue des politiques monétaires, l'Europe n'a pas la même possibilité, pour reprendre l'image que j'utilisais tout à l'heure, d'émettre de la fausse monnaie.
C'est-à-dire que les Américains, eux, ont un énorme avantage, c'est que quand ils utilisent du dollar, ils utilisent en fait la monnaie mondiale. Et que, pour reprendre cette formule cynique d'un secrétaire d'État au Trésor des années 70, le dollar est notre monnaie et votre problème. Ce qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas se permettre d'avoir le dollar qui s'effondre. Si les États-Unis émettent beaucoup de dollars, eh bien c'est le reste du monde qui doit l'acheter pour qu'il ne s'effondre pas. Les Européens n'ont pas cette faculté-là, mais néanmoins, ils ont eu cette idée d'une politique coordonnée de la relance avec cette ouverture extraordinaire et qui sera probablement historique dans l'avancée de l'Europe, c'est-à-dire émettre une dette commune en fonction de ce problème commun que nous avions. Ça n'était jamais arrivé encore que l'Europe émette une dette commune, puisque émettre une dette commune, évidemment, c'est quelque chose peut-être que l'on n'a pas suffisamment dit. Ça va vouloir dire rembourser en commun une dette. Et ça va vouloir dire aussi, évidemment, même si les taux d'intérêt sont faibles, payer des intérêts en commun, ce qui signifie, du point de vue fondamental, qu'il faudra lever une sorte d'impôt commun en Europe. Donc on est bien sur une avancée de l'Europe de ce point de vue. Peut-être que dans la salle, on ne considérera pas toujours que c'est une avancée, qu'on est une fiscalité européenne globale, mais on est bien quand même sur une avancée en termes de coordination du point de vue européen. Et on va dire que lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement européen aujourd'hui, certes, les perspectives de croissance sont inégales d'un pays à l'autre, mais globalement, le continent européen s'en tire relativement bien, avec simplement la grande interrogation que nous allons avoir par rapport aux goulots d'étranglement qui peuvent se produire. Est-ce que l'Europe a la même faculté que les grands empires, on va dire que les États-Unis et la Chine aujourd'hui, par exemple, à négocier sur les marchés internationaux, notamment sur ce plan extrêmement important qu'est le marché de l'énergie, qui aujourd'hui inquiète beaucoup. Peut-être que le grand événement européen d'il y a quelques jours, qui n'a pas été tellement relayé dans les médias, est l'ouverture de Nord Stream 2, c'est-à-dire l'approvisionnement en gaz, notamment de l'Europe du Nord et de l'Allemagne, par la Russie. Une réaction peut-être, Jean-François Huchet, sur ce que vient de dire Philippe? Écoutez, si on se rapporte du côté chinois, moi ce que je trouve intéressant, c'est que si on reprend la crise asiatique, qu'on a un peu oubliée, en 97, qui avait déjà beaucoup secoué le monde, la Chine était apparue comme un roc. Pour la première fois, on avait découvert un pays qui était en capacité de prêter aux autres pays asiatiques. 2008, vous vous souvenez de la dette européenne et américaine. Tout d'un coup, on disait que la Chine et les États-Unis dormaient dans le même lit. On s'est rendu compte que la Chine possédait 900 milliards de dettes américaines, ce qui est derrière le Japon à un certain moment donné. Alors ils en ont vendu depuis. Et maintenant, crise mondiale, et on a une Chine qui, à nouveau, ressort grandi de cette crise. Donc, bien sûr, à l'occasion de ces crises, les plaques tectoniques bougent à chaque fois et on a, bien sûr, l'impression que le centre de gravité, à nouveau, de l'économie mondiale, dont on savait qu'il était en train de se déplacer vers l'Asie, est encore plus aujourd'hui vers l'Asie, avec bien sûr des questions qui dépassent celles de la sortie de crise pour la Chine, avec une situation géopolitique très tendue avec les États-Unis qui potentiellement peut faire dérailler beaucoup de choses. C'est ça les zones d'incertitude en Chine selon vous aujourd'hui ? Alors il y en a d'autres. Il y a bien évidemment des questions sur le plan du vieillissement de la population. On a une Chine qui devient vieille avant de devenir riche complètement. Donc ça, on connaît le vieillissement dans les économies, on va dire, plus développées. Même la Corée du Sud a vécu ce processus, mais pas à une telle rapidité. Donc ça pose toute une série de problèmes et la Chine a parfois un peu de mal justement à passer à un système qui est complètement différent. D'ailleurs, les derniers chiffres montrent qu'on a une baisse de la population active beaucoup plus rapide que ce qu'on avait anticipé. Donc ça pose toute une série de problèmes. On a bien évidemment aussi des incertitudes et des faiblesses au niveau du système financier. Je pense que pour beaucoup qui êtes dans la salle, vous avez suivi la dernière saga
quasi faillite peut-être d'un groupe immobilier qui pourrait secouer le système financier chinois. Et On peut le citer peut-être. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et puis vous avez bien sûr les questions environnementales qui sont loin d'être gérées complètement. Et puis cette crise avec les États-Unis qui globalement marque l'émergence d'une très grande puissance avec une zone maritime qui est contrôlée encore par les États-Unis. On le voit avec ce qui s'est passé entre la France et l'Australie. Et ça pose beaucoup de problèmes. C'est l'émergence d'une très grande puissance. On a vu ce qui s'était passé avec l'Allemagne dans les années, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ça pose toute une série de questions. Et c'est vrai que pour nous, économistes, je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité parce qu'un certain nombre de facteurs extra-économiques sont en capacité de faire dérailler parfois toutes nos prévisions. Concrètement, la concurrence frontale entre ces deux pays, elle vous inquiète, Jean-François Huchet? On peut parler de véritable guerre froide entre les États-Unis et la Chine? Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme qui est utilisé dans les médias quasi quotidiennement. Alors, mais est-ce qu'il vous semble fondé? Alors, il y avait déjà, on peut le dire, à la fin de l'ère Obama, un consensus entre démocrates et républicains sur la question chinoise. Alors Trump l'a effectivement poussé beaucoup plus rapidement sur l'agenda que ce qu'on pouvait penser. Alors il y avait une manière de le faire à coup de tweets, et ça dérangeait beaucoup les Chinois. Mais globalement, on a vu avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir qu'il n'y a pas véritablement de très grande différence dans la manière de gérer ce très grand pays qu'est la Chine, qu'il considère aujourd'hui comme un ennemi. On le voit, que ce soit sur le plan financier, commercial, il y a toute une série aujourd'hui de sanctions sur le plan technologique, toute une série de sanctions qui ont été décidées par les États-Unis, qui restent en place et qui vont bien évidemment entraîner toute une série de réponses de la part de la Chine. Et on rentre quelque part dans un cercle vicieux dont personne véritablement ne sait où ça va s'arrêter, parce qu'on a quand même des questions sur des conflits en mer de Chine méridionale, la question taïwanaise, le rôle du Japon, la Corée du Nord, qui sont vraiment des questions géopolitiques très fortes sur lesquelles les États-Unis ont une implication également très forte. Et globalement, on est dans une situation de tension qu'on avait du mal à imaginer il y a encore à peu près une décennie. Thérèse, la montée de ces tensions entre les deux pays, c'est une inquiétude pour vous, et quel type de répercussions est-ce que ça peut avoir sur un plan économique? Alors c'est une question intéressante parce que finalement en économie, l'inquiétude elle arrive dès lors que les gens sont inquiets. C'est un peu le paradoxe de l'épargne. La vérité, c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez être la vérité, parce que c'est de ça que découlent les comportements économiques. Alors, généralement, quand il y a des tensions internationales de grande ampleur, il y a quelques inquiétudes qui jaillissent naturellement, et ces inquiétudes, en fait, ont, par exemple, tendance à pousser les prix de l'énergie à la hausse, ou bien pourraient éventuellement faire augmenter le prix des terres rares. Donc, il y a des conséquences économiques qui sont indirectement liées à la crise sino-américaine. Mais il y a également des conséquences qu'il est très difficile d'anticiper et qui sont liées aux mesures de rétorsion que chacun des deux pays pourrait avoir à l'encontre de chacun des pays européens ou de l'Europe elle-même si elle n'abondait pas dans un sens ou dans un autre. Donc on peut par exemple faire référence, alors en particulier, parce que je suis davantage compétente dans ce domaine sur les États-Unis, à l'extraterritorialité des lois américaines, qui fait que dès lors que vous avez des transactions qui sont effectuées en dollars, ou bien dès lors que vous utilisez une plateforme qui passe par des serveurs américains, vous dépendez de la réglementation américaine du département de la justice, ce qui permet aux États-Unis de mener des enquêtes, de bloquer certains contrats et de faire des pressions. Donc en fait, il y a ce jeu géopolitique derrière qui peut lui-même avoir des conséquences économiques. Un mot rapide de la guerre technologique qui fait rage entre les deux pays? Oui, alors la guerre technologique, souvent on l'associe sur le marché en particulier des matériaux électroniques et des semi-conducteurs aux États-Unis, puisque il y a quelques décennies, les Américains étaient le premier producteur de semi-conducteurs. Et or, ces puces électroniques sont utilisées dans le déploiement, par exemple, de la 5G,
Alors c'était ça qui avait mobilisé les premières inquiétudes des Américains et poussé à des mesures de rétorsion contre le leader chinois Huawei. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Mais en réalité, c'est multiforme. Donc il y a d'autres sources. C'est-à-dire que ça, finalement, on le sait, et puis c'est en cours, mais c'est aussi un petit peu derrière nous. Mais quand on pense technologie, on pense aussi sources d'énergie, le plan propre de Joe Biden, qui vise à décarboner l'économie américaine, qui finalement repose essentiellement sur l'industrie pétro-gazière. Et donc de ce point de vue-là, il y a des avancées en Chine, il y a des avancées aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas si bien positionnés que ça, ils se posent des questions, donc ils se disent, bon, l'Europe s'est positionnée sur des plans d'investissement visant à accroître l'hydrogène. Alors est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on le fasse? Quid des centrales nucléaires, donc à nouvelles technologies qui sont... Alors à nouvelles technologies, en fait la technologie n'est pas nouvelle, mais en tout cas elle est plutôt développée... enfin la Chine a l'ambition de la développer et de la vendre, donc qui ne repose plus sur l'uranium enrichi, mais sur le thorium. Et puis, donc, il y a aussi la question plus lointaine encore, mais qui, c'est une question centrale en matière de recherche, celle de la fusion nucléaire. Et donc là, au mois de juin, la Chine a annoncé avoir dépassé une certaine puissance produite en fusion nucléaire sur une centrale test. Et quelques semaines plus tard, les États-Unis annonçaient avoir dépassé le point d'ignition, c'est-à-dire le point au-delà duquel on produit de l'énergie positive à partir de cette source. Donc il y a des enjeux qui vont au-delà de la technologie elle-même des puces électroniques qu'on connaît. Bien sûr. Ces tensions, Philippe de Sertine, quelles répercussions peuvent-elles avoir sur l'Europe? L'Europe a, je dirais, cet inconvénient actuellement de ne pas être réellement une puissance géopolitique. Par rapport à tout ce que nous évoquons, on voit qu'à chaque fois, finalement, les Européens sont obligés de se positionner par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous, une possibilité d'avoir une situation qui serait une situation, on va dire, de troisième puissance, ce que pourtant nous sommes en matière économique. En matière économique, nous sommes véritablement l'égal de ces deux grands empires. Sur le plan géopolitique, ça n'est pas le cas, ce qui signifie effectivement que nous sommes plutôt dans une logique où nous subissons les événements. On les subit sur l'aspect technologique, on vient de l'évoquer, on les subit sur le plan des approvisionnements, et lorsque nous évoquons les semi-conducteurs, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est une des grosses inquiétudes qu'on a sur l'année 2022, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une croissance beaucoup plus faible que celle que l'on attend, du fait de pénuries, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui, du point de vue des approvisionnements européens, principalement fournis par l'Asie. Alors en l'occurrence pas par la Chine, principalement par Taïwan, par la Corée du Sud, mais ça veut dire l'Asie et ça veut dire aussi évidemment un territoire sur lequel la Chine est prépondérante. On va dire Taïwan, évidemment, pour des raisons géopolitiques aussi, ne peut se permettre de dire aux Chinois « j'ai décidé de livrer d'abord mes clients européens ». Il est évident que les Taïwanais, malgré tout, dans cette situation de tension que l'on connaît aujourd'hui du point de vue géopolitique, ont tendance à chercher à atténuer les tensions avec notamment, on va dire, ce privilège qui d'ailleurs est aussi justifié par rapport au prix que paie la Chine sur l'approvisionnement. Donc là, c'est quelque chose qui peut être vraiment très compliqué à gérer pour les Européens. D'autre part, avec les Américains, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, les Américains sont dans une logique de privilégier la perspective pacifique. Quand je dis Pacifique, c'est pas la paix, c'est l'océan Pacifique, c'est-à-dire l'aspect asiatique. Donc là, effectivement, l'affaire des sous-marins, évidemment. Vous ne nommez pas, mais on peut la nommer quand même. On va rebondir ensemble sur le sujet avec vous, Thérèse. L'affaire des sous-marins, voilà, évidemment, a été emblématique de ce point de vue, qui signifie que l'Europe ne peut compter sur une alliance et géopolitique et économique avec les États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à un point où nous voyons bien que les Européens vont devoir développer pratiquement, parce qu'ils n'ont pas le choix, une politique qui serait une politique, je dirais, isolée. Sauf que, mais on a besoin des autres. Et surtout, il faut bien les vendre, les sous-marins. Oui, mais enfin, bon, à la limite, on a un marché interne du point de vue européen qui est un marché intéressant. On vient de le voir quand vous évoquez ce cas très précis, que immédiatement, d'ailleurs, la France essaie de communiquer sur la vente de frégates à la Grèce. Et là, nous sommes bien dans l'environnement proprement européen, en disant, on a perdu un gros contrat, mais on en récupère un très important par ailleurs. Donc là, nous avons, du point de vue européen, ce moment, on va dire, qui est un moment tournant, en effet, que l'on sent bien, et
on voit bien que l'Europe a ses questions géopolitiques qui se croisent sans arrêt avec ses questions économiques, avec la vraie grande question, au fond, où est notre croissance future? Et je crois que là, il faut être très clair. Pour l'Europe, la perspective de croissance la plus forte, elle est associée à l'Asie, pas seulement à la Chine. L'Asie, c'est 4,5 milliards d'humains aujourd'hui. C'est le premier marché mondial. C'est devenu le premier centre de production du PIB mondial. C'est-à-dire l'Asie est aujourd'hui la première puissance économique mondiale quand on regarde l'Asie dans son ensemble. Ça veut dire que l'Europe, là, doit avoir une gestion géopolitique avec son allié traditionnel, les États-Unis, à l'intérieur de l'OTAN, et en même temps, c'est politique peut-être de dire en même temps, et simultanément avoir, je dirais, une logique économique qui passe nécessairement par l'Asie. L'Asie en tant qu'exportation, et rappelons par rapport à ce que je disais sur la Russie tout à l'heure, que la Russie, c'est en même temps l'Asie et en même temps l'Europe, c'est en même temps l'énergie et en même temps la frontière terrestre avec l'Asie, c'est-à-dire une vraie question aussi qui va se poser à court terme aux Européens. Votre regard, Thérèse Rebière, sur ces relations économiques, géopolitiques et diplomatiques avec l'Europe, vous les voyez comment? Sur l'affaire des sous-marins, quel est votre regard? Est-ce que l'Europe est un peu prise au piège? Et est-ce que c'est nouveau? Oui, alors je pense qu'on va déjà commencer par la dernière question, c'est-à-dire est-ce que c'est nouveau? La crise des sous-marins, donc la perte de contrat de Naval Group, on a quand même le sentiment que finalement que la France s'est laissée un petit peu surprendre, ou en tout cas que nous, en tant que Français, on s'est laissé surprendre comme étant quelque chose de choquant et d'inhabituel. Alors c'était inhabituel en raison de la valeur du contrat qui était porté par Naval Group, mais en revanche, c'est pas du tout nouveau, c'est pas du tout la première fois ni que les États-Unis font passer leurs intérêts commerciaux de façon agressive, c'est-à-dire font prévaloir leurs intérêts commerciaux de façon agressive, et c'est pas non plus la première fois que les États-Unis ou un autre pays rompent un contrat, un grand contrat avec une grande entreprise industrielle, qu'elle soit française ou européenne. Alors sur les États-Unis, on peut avoir comme référence, donc comme méthode en fait commerciale agressive. Brutale. Voilà, brutale. On peut penser donc à l'affaire Alstom, donc le rachat d'Alstom par General Electric. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont entendu parler, donc ça date de 2014-2015, et en fait c'est quasiment une histoire d'espionnage industriel, puisque de façon très étrange et suspecte, le département de la justice américain décide, donc via l'extraterritorialité des lois américaines, décide d'enquêter sur Alstom, qui est en difficulté économique, et puis le PDG d'Alstom décide de vendre Alstom à General Electric, qui devient le leader dans la branche énergie, et qui fait perdre à la France, et c'était ça qui était critiqué, l'ensemble de la chaîne de valeur dans la construction des alternateurs, des turbo-alternateurs d'Arabelle. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que en fait on suspecte que ça soit une politique commerciale très agressive, et c'est pas la première fois que le département de la justice américain enquête sur une entreprise, et que, alors ça s'était pas produit dans le cas d'Alstom, c'est-à-dire qu'Alstom a dû payer l'amende, mais qu'une fois que l'entreprise est rachetée par le concurrent américain, les plaintes sont abandonnées. Donc ça, c'est sur Alstom. Maintenant, on a des exemples de l'histoire qui ne sont pas si anciennes que ça, de rupture de contrat brutale. Donc en 2008, on était sous la mandature Bush. Le Pentagone annule un appel d'offres qui était à environ 35 milliards de dollars pour le renouvellement de la flotte des ravitailleurs de l'US Air Force. C'était un contrat qui avait été remporté par Airbus. L'appel d'offres est annulé. Quelques temps plus tard, l'appel d'offres est remporté par Boeing, le concurrent direct. Donc ça, c'est un exemple. Et à l'époque, on avait qualifié ce contrat du contrat du siècle. C'était il y a moins de 15 ans, c'était pas loin. On a des exemples en 2009. Là, c'était l'Afrique du Sud qui avait annulé un contrat pour l'achat de 8 avions de transport militaire. En 2016, la Pologne qui annule l'achat d'hélicoptères au bénéfice des États-Unis. Donc le contrat est finalement remporté par Lockheed Martin. À cette époque-là, Hollande avait dit bon, finalement, je ne me déplace pas à Varsovie, mesure de rétorsion. Donc on voit que finalement, les mesures de rétorsion ne sont pas immenses non plus. Et que ce n'est pas nouveau. Mais alors, à ma question, est-ce que l'Europe est prise au piège? Que répondez-vous?
Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, sur un plan individuel, est-ce que la France est prise au piège? Je crains malheureusement de devoir répondre possiblement oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas la carrure nécessaire pour pouvoir mener ce type de guerre commerciale. Est-ce qu'on a plus de capacité au niveau de l'Europe? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, pour que ça se fasse, il faut que nous-mêmes, on ait des contrats d'envergure, des mesures de rétorsion possibles. Et puis, l'Allemagne est quand même le 3e pays en matière de commerce de marchandises. Et donc, on a un pouvoir de négociation et un pouvoir de rétorsion qui est plus important quand on fait bloc au sein de l'Union européenne qu'un pays pris individuellement. Jean-François Huchet, une réaction? Oui, je voudrais simplement quand même, non pas pour défendre l'Australie, mais indiquer quand même qu'il y a une évolution extrêmement rapide dans la relation sino-australienne. On va dire, ces 2-3 dernières années, avec une violence, et c'est vrai aussi pour la Nouvelle-Zélande, des mesures de rétorsion qui sont prises par la Chine. Alors, je pense qu'on a vécu dans la naïveté la plus profonde en Australie pendant très très longtemps. Et puis, la Chine s'est invitée au gré des campagnes électorales, à chaque fois qu'il y a eu un certain nombre de scandales de corruption, de paiement de politiciens australiens. Et l'Australie a réagi. Et la Chine également, avec des mesures de rétorsion très fortes. La dernière en date, c'est par exemple le fait que la Chine n'achète plus de charbon du tout à l'Australie, ce qui lui pose des problèmes en Chine. On le voit ces dernières semaines avec des coupures d'électricité très fortes un peu partout en Chine. Mais il faut bien voir que la Chine ne s'invite pas encore complètement dans nos campagnes électorales. Mais si vous êtes en Australie, c'est devenu un problème majeur. Alors après, en ce qui concerne la France et l'Europe, il faut quand même peut-être un petit peu relativiser cette perte de contrat, parce que les Français sont présents en Malaisie, sont présents en Indonésie, et puis la France est une puissance du Pacifique. Alors, il y avait un article dans Le Monde hier de Sylvie Kaufmann qui posait la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Paradoxalement, si on votait l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, l'Australie serait, je dirais, bien embêtée de voir la France disparaître et de laisser quelque part la Chine, qui est déjà très agressive dans le Pacifique, en matière bien sûr d'accès aux ressources, de tout type de ressources d'ailleurs. Donc je pense que la ligne téléphonique va certainement rouvrir entre la France et l'Australie dans les semaines à venir, parce que il y a effectivement une puissance qui est en train d'émerger dans le Pacifique que ni l'Australie, ni la France, ni les États-Unis ne peuvent endiguer tout seuls. Allons un peu plus loin. Est-ce qu'on a les moyens de lutter, de faire payer le Covid à la Chine, Jean-François Huchet? Est-ce que la question de la responsabilité, finalement, de la Chine peut la fragiliser? Non. Je ne crois pas qu'on puisse poser cette question dans ces termes. C'est plus un embarras politique pour Xi Jinping qui est rentré dans une phase de renouvellement pour un 3e mandat, ce qui normalement n'était pas possible pour les dirigeants chinois depuis la mort de Mao Zedong en 1976. Donc il y a des questions de politique intérieure. Il veut se montrer fort. Et d'ailleurs, beaucoup en Chine, de ses ennemis lui reprochent d'être sorti du bois un peu trop rapidement, puisque la Chine avait plutôt mené sous Deng Xiaoping, et même après la mort de Deng Xiaoping, une politique, on va dire, de profil bas, c'est-à-dire de construction économique, mais sans être trop agressif sur le plan économique et sur le plan politique à l'échelle internationale. Donc il y a vraiment des questions de politique et de conjoncture intérieure qui poussent le pouvoir chinois aujourd'hui à ne pas être transparent sur ce qui s'est passé à Wuhan. Ceci étant dit, est-ce qu'on a une vision claire de ce qui s'est passé? Personne véritablement aujourd'hui ne le sait. Mais la Chine est une nation souveraine, ce n'est pas le Japon. On le voit, on l'a vu par le passé sur le plan monétaire. Personne n'a la capacité de forcer la Chine à d'évaluer ou réévaluer sa monnaie, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 80 pour le Japon ou l'Allemagne, qui étaient dans une situation politique complètement différente de celle de la Chine.
Philippe Desertine, l'Europe, elle est plus ou moins dépendante de la Chine depuis le Covid, selon vous? On a vu ces grands discours sur la relocalisation. Où est-ce qu'on est concrètement aujourd'hui? Je crois que concrètement, on a eu un certain nombre d'éléments d'alarme. Et Covid a été là aussi, de ce point de vue, un événement historique important. On s'est rendu compte qu'on dépendait de la Chine et d'autres pays, mais de la Chine en particulier, par exemple, sur les fabrications de médicaments. Et quand on parle de médicaments, pas forcément de médicaments complexes. C'est-à-dire la stratégie européenne, qui avait été une stratégie exclusivement économique, c'est-à-dire utiliser les bas coûts de production chinois, je dirais, du point de vue de sa production industrielle, ont peut-être tout d'un coup montrer leurs limites. C'est-à-dire en disant, là, de ce fait, aujourd'hui, quand la Chine est devenue une grande puissance, ce qu'elle n'était pas quand on avait pris ces décisions il y a plusieurs décennies, lorsque nous étions dans une idée d'utiliser la capacité de production chinoise à très bas coût, là, brutalement, sont avérées comme étant finalement peut-être des stratégies dangereuses à long terme. Donc l'Europe veut essayer de récupérer une partie de sa souveraineté par rapport à la Chine sur un certain nombre de productions. Mais d'un autre côté, donc là, évidemment, si vous voulez, ce sont les éléments d'apparence. Peut-être, j'ai évoqué les médicaments, où vous avez ce symbole des masques, en disant on recommence à produire soi-même des masques. Mais ce sont des apparences sûrement trompeuses, alors qui peuvent fonctionner d'un point de vue politique, mais qui à long terme, probablement, seront déjugées. Je crois que ce qui apparaît maintenant, c'est que nous sommes très dépendants aussi de la croissance et du partenariat avec l'Asie et avec la Chine. Et répétons-le, le fait que les États-Unis se tournent vers l'océan Pacifique de plus en plus est une logique asiatique de plus en plus forte. Et tout à l'heure, on l'a dit, et je crois que c'est très important de dire que ça ne date pas de Trump, ça avait commencé avant. La logique d'Obama était déjà une logique que l'on a appelée du pivot, c'est-à-dire d'une bascule. Mais elle s'exacerbe aujourd'hui, incontestablement. Elle s'exacerbe et elle va dans la logique des choses, c'est-à-dire à partir du moment où l'Asie devient de plus en plus forte, les États-Unis sont obligés de regarder vers le Pacifique, obligés de regarder vers l'autre façade, on va dire, du pays. L'Europe est exactement finalement dans la même logique, alors que nos grands-parents savaient que la prospérité venait des États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration. Et la configuration est une dépendance de plus en plus forte, on va dire bilatérale, c'est-à-dire aussi bien dans nos exportations que dans nos importations, du lien avec l'Asie. Je crois que nous devons avoir conscience que l'énorme création de monnaie que nous avons évoquée au départ, l'énorme dette que nous avons constituée, en particulier en France, nous oblige à une croissance beaucoup plus forte dans les années à venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons eu ce déséquilibre du Covid, peut-être lorsque nous sommes aujourd'hui rassemblés dans une salle comme celle-ci, nous avons le sentiment que la vie est toute prête de recommencer comme en 2019. À titre privé, c'est le cas. À titre économique, il y aura des séquelles très lourdes de ce qui s'est passé. Les séquelles, ce sont ces dettes énormes qui nous obligent à une croissance. La croissance, elle supposera peut-être un changement de modèle économique, mais elle va supposer d'abord de faire rentrer de la richesse de l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir une politique beaucoup plus agressive en termes d'exportation. Le seul endroit qui nous permet d'avoir une entrée de richesse, c'est l'Asie. Les pays du nord de l'Europe ont complètement renouvelé, réouvert leurs approches avec l'Asie, et c'est d'exporter massivement pour faire rentrer l'argent qui permet de faire face à la dette. En ce qui concerne les pays du Sud, on va dire, dont fait partie, on va dire pour aller vite, le sud du Rhin, la France, l'Espagne, l'Italie. L'Italie est tout à fait dans cette logique, l'Espagne aussi. La France doit absolument regarder l'Asie, regardez la Chine en termes de capacité d'exportation. Donc lorsque vous êtes en train de parler de dépendance ou d'indépendance, on va dire que la dépendance, ou en tout cas le fait que nous soyons absolument liés Asie-Europe, s'est encore renforcé avec la crise du Covid. Nous ne pourrons pas nous en sortir uniquement avec la consommation intérieure, d'autant moins que nous avons créé cette énorme dette supplémentaire qui va nous obliger à y faire face peut-être encore plus si l'inflation qui se révèle de plus en plus durable, on espère, et les banques centrales tablent sur une idée que l'inflation devrait peut-être reculer à partir de 2022-2023. Si l'inflation, comme on le craint, devenait beaucoup plus structurelle, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les taux d'intérêt vont monter, et ça voudrait dire par conséquent que cette charge de la dette nous obligera encore plus à une croissance accrue, donc à une dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, le premier étant le marché asiatique.
Alors, vous n'avez pas prononcé le mot, mais vous en parlez déjà, du fameux monde de demain qui est en train de se dessiner. Philippe Dessertine, comment créer un nouveau modèle sur ces sujets importants qui sont donc les sujets climatiques et financiers? Alors, je crois vraiment, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, donc il y a la première dimension qui est majeure et qui va un peu à rebours de ce que l'on entend, c'est-à-dire l'idée de la démondialisation, l'idée de la relocalisation, l'idée de la refermeture des frontières. Vous voyez, je crois qu'il faut bien souligner à quel point, lorsque nous sommes en train de parler du nouveau modèle, nous ne pouvons pas nous permettre cette refermeture au risque d'avoir une énorme crise financière associée à la création de dettes que nous avons constituées avec le Covid. C'est-à-dire, en clair, nous sommes dans une situation où, pour ne pas avoir une crise financière majeure, le nouveau monde suppose de poursuivre et même d'accentuer la mondialisation, c'est-à-dire l'échange de richesses avec notamment les pays au plus grand dynamisme démographique, donc au plus grand dynamisme de croissance. Donc ça, c'est le premier point immédiat. Le deuxième point extrêmement important, c'est celui en effet du dérèglement climatique, c'est-à-dire de l'obligation d'inventer un modèle qui soit un modèle beaucoup moins, je dirais, consommateur ou créateur de déséquilibre, c'est-à-dire de gaz à effet de serre. Donc là, ça signifie repenser véritablement le modèle. Alors nous avons évidemment cette idée de décarboner l'industrie, décarboner nos activités, mais qui peut être au fond une première marche dont on sent bien que cette marche ne sera pas suffisante dès lors que le modèle que nous devons proposer n'est pas simplement décarboner l'Occident, mais véritablement proposer un modèle pour 8 milliards d'humains. Aujourd'hui, le problème majeur que nous avons, c'est de se dire « oui, mais si nous faisons ça en Occident et que l'Asie ne le fait pas, eh bien ça signifiera probablement que nos efforts seront vains. » Nous allons avoir le problème chinois, nous avons le reste de l'Asie, nous avons l'Inde, qui est l'autre géant démographique, qui, rappelons-le, l'espérance de vie en Inde, c'est 70 ans, c'est-à-dire presque 12-13 ans de moins que les grands pays d'Occident, que sont notamment les pays européens. Ça veut dire un besoin de développement ultra rapide qui doit être absolument compris, absolument intégré par rapport à tout nouveau modèle que l'on va mettre en place. Vous voyez, c'est derrière évidemment les questions de décroissance stricte qui sont proposées en Occident, qui peuvent être une solution par rapport au problème occidental, mais qui ne proposent pas quelque chose au reste du monde. Donc je crois que le nouveau modèle sur lequel on doit travailler et que l'on est en train de voir se mettre en place, c'est un nouveau modèle qui doit être proposé au reste du monde, qui va au-delà de peut-être les solutions un peu simples que nous proposons en Occident. Donc là, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement quelque chose qui va devoir travailler beaucoup plus sur une autre façon de faire fonctionner l'économie et de la faire fonctionner peut-être au travers de ce que l'on voit apparaître et du point de vue militaire et du point de vue financier comme le vecteur de valeur le plus important, celui de la data, celui de la donnée, contre celui de la production industrielle, on va dire, du monde d'avant. Jean-François Huchet, je vous vois réagir, une réaction à ce que vient de dire Philippe Dessertine. Et cette Chine, la Chine que vous connaissez, est-ce qu'elle peut être leader sur le monde de demain, selon vous? Alors, je serais un peu pessimiste et je vais peut-être un petit peu, parce que quand on regarde la situation chinoise, la Chine est dans une situation, je dirais, un peu schizophrénique, on va dire ça. Elle est à la fois le plus grand pollueur de la planète et à la fois le pays où on a le plus d'investissements dans l'économie verte. Et donc, c'est un peu une course contre la montre. Ceci étant dit, quand on regarde les structures énergétiques et économiques de la Chine, il faut bien voir que la Chine appartient encore à cet ancien modèle qui, finalement, elle ne fait que reproduire quelque part les modes de consommation qui ont été inventés en Europe, aux États-Unis. Et d'ailleurs, rappelez-vous, jusqu'à la conférence de Copenhague, la Chine disait, écoutez, oui, vous êtes... tout ça est très intéressant, mais d'un point de vue éthique, c'est vous qui avez pollué la planète jusqu'à présent, et il est hors de question qu'on pose des quotas sur notre production industrielle. Alors, effectivement, quand vous regardez la structure, on a encore une industrie qui est très forte en Chine, une industrie lourde qui pèse beaucoup dans l'économie, avec une dépendance vis-à-vis du charbon, même si elle décroît progressivement ces 10 dernières années, on estime, toutes les projections estiment que la Chine va continuer à brûler 4 milliards de tonnes de charbon en 2040. C'est ce qu'elle fait approximativement maintenant. 4 milliards de tonnes de charbon par an, c'est l'équivalent de ce qui est brûlé dans le reste du monde.
Donc même si on a des technologies plus performantes sur les centrales à charbon qu'on appelle super ou hyper critiques, on reste avec une Chine qui a un besoin énergétique. Je le rappelle, aux alentours de 2010, la Chine installait l'équivalent du parc électrique français chaque année. Donc il faut, je crois, se rappeler aussi de cette dimension démographique qu'on a tendance à oublier. Voilà, alors la chance que peut avoir la Chine, et c'est d'ailleurs pour ça que, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'attractivité de la Chine, c'est que vous avez la possibilité, compte tenu de ce modèle qui doit échapper à cette économie traditionnelle, parce que la Chine a atteint des limites physiques en matière environnementale. Elle est acculée au changement quelque part. Et vous avez, étant donné la population que vous avez en Chine, vous avez la possibilité d'avoir des économies d'échelle quand vous introduisez des nouvelles technologies très très rapides. Parce que ça va, par l'intermédiaire de politiques publiques très agressives, eh bien, être introduit très rapidement dans la population. Et c'est pour ça qu'en matière d'innovation, toutes les entreprises étrangères veulent être présentes en Chine parce qu'on teste et on applique très très rapidement un certain nombre de technologies vertes. Ceci étant dit, si vous regardez du côté de l'Inde, là encore, c'est le charbon qui domine, et un charbon encore plus pollueur que l'Inde, puisque ce sont des mines de charbon à ciel ouvert. Donc, je dirais, cette addiction au charbon que connaissent la Chine et l'Inde, je rappelle que la Chine a des réserves de charbon qui lui permettent de tenir, comme je le disais, à 4 milliards de tonnes par an, encore pendant 1 siècle et demi. Donc, c'est une énergie qui coûte peu cher. Et on peut effectivement penser que si jamais vous avez des tensions géopolitiques, eh bien le nucléaire ne suffira pas, l'électricité ne suffira pas encore pendant 20 ou 30 ans. Donc ce nouveau modèle économique dont vous parlez, on l'espère tous, mais il faut rappeler quand même qu'il y a encore 200 à 300 millions de personnes qui vont quitter les campagnes de Chine pour arriver dans les villes, et que ces personnes aspirent à un mode de vie, de consommation qui ressemble effectivement à ce qui a été inventé en Europe ou aux États-Unis ou en Chine jusqu'à présent. Donc c'est une course contre la montre, mais je ne suis pas sûr qu'on la gagne avec vraiment l'explosion démographique que la Chine et l'Inde ont connue. Ça va peser très lourd sur l'économie mondiale. Retour sur les États-Unis avec vous, Thérèse Rebière. Je veux bien une réaction. Et est-ce que Joe Biden, finalement, c'est un atout pour les États-Unis, pour ce fameux monde de demain ? Oui, alors je voulais réagir parce qu'effectivement, je pense que tous les regards sont tournés vers l'Asie et en particulier vers la Chine. En revanche, moi, mon regard est peut-être un petit peu plus inquiet. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intérêt du commerce international, c'est que ça fonctionne bien dès lors qu'on arrive à mener des relations multilatérales, bilatérales. Et donc là, on dit, en gros, éventuellement, alors même si on n'est pas tous d'accord, mais éventuellement, il y aurait un gros marché vers la Chine. Alors oui, peut-être, mais dans ces cas-là, il faut pouvoir exporter vers la Chine. Et donc, du coup, la question, c'est quel est l'avantage que nous aurions que la Chine n'a pas ? Et donc c'est un peu là que la difficulté se présente, et c'est un petit peu également le sentiment des États-Unis, et c'est ça qui a poussé aussi Joe Biden à porter l'initiative Build Back Better World, donc le B3W, qui est en fait une initiative qui a pour objectif pas vraiment de contrer les nouvelles routes de la soie, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, mais qui en revanche a pour objectif d'aller regarder là où la Chine regarde, pour savoir comment les stratégies géopolitiques se mettent en œuvre et comment la Chine avance et comment elle construit ses infrastructures. Donc en fait, la guerre sino-américaine, c'est une guerre qui est commerciale, c'est une guerre qui est technologique, mais c'est aussi une guerre qui est d'infrastructures, parce que la Chine investit beaucoup dans les infrastructures pour développer les échanges. Alors dans le discours politique chinois, c'est le multilatéralisme et c'est l'échange bénéficiaire pour tous, mais on a quand même un petit peu le sentiment, et c'est le sentiment des Américains aussi, que c'est surtout un bénéfice pour eux. Donc il y a cette inquiétude-là. Alors maintenant sur le volet, est-ce que Joe Biden ressort renforcé de cette crise, c'est un atout. Est-ce que c'est un atout ? Alors c'est un atout dans le sens où c'est sans doute un meilleur atout que le prédécesseur. Il est beaucoup plus policé dans son discours que son prédécesseur. Pas forcément. Est-ce que son prédécesseur aurait fait le coup des sous-marins ?
Alors il l'aurait sans doute fait, il l'aurait pas fait de la même façon. D'accord. Effectivement, je pense qu'il y a eu une erreur diplomatique fondamentale de l'Australie et puis des États-Unis sur ce dossier-là, que Joe Biden a reconnu. Et d'ailleurs, dans son discours, discours qui a été prononcé au milieu de la nuit pour nous en France, dans lequel il a annoncé que c'était les États-Unis qui traiteraient ce contrat, il a cité nommément la France comme étant un partenaire incontournable de cette zone Indo-Pacifique, pour essayer finalement de rattraper un petit peu le coup. Bien que effectivement c'était une grosse bêtise diplomatique, à n'en pas douter. Maintenant, Joe Biden, il est quand même différent de son prédécesseur dans le sens où il a remis les États-Unis sur les routes de certains traités internationaux. Donc il n'y a pas que l'aspect environnemental. Il a indiqué que l'OTAN devait avoir un rôle majeur, alors que son prédécesseur disait finalement l'OTAN on s'en fiche. C'est lui qui a réinscrit les États-Unis dans l'initiative COVAX, alors que les Américains précédemment finalement donnaient des vaccins, mais en dehors de l'initiative. Donc il y a un certain nombre de démarches comme ça qui vont dans le sens d'une meilleure diplomatie internationale. Voilà. Merci beaucoup Thérèse. Le temps file, il nous reste quelques instants pour prendre des questions dans la salle s'il y en a. Des hôtesses sont à votre disposition, il suffit juste peut-être de vous lever et on va vous apporter un micro. Monsieur est debout. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, monsieur? Bonjour et bienvenue. Bonjour, Thierry Mordinguet, cabinet VIPP Partner en Ile-de-France. Merci pour cette discussion, ces échanges. Moi, j'avais une question concernant la mondialisation. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas partir sur un schéma où on relocaliserait en France ou en Europe, comment dirais-je, en fait, une démarche de repli sur soi. La question que j'ai, c'est comment concilier une production mondiale avec une création de richesse en Europe, dans la mesure où, de plus en plus, les pays dans lesquels on exporte demandent que la production se fasse dans ces pays, justement. Oui, donc merci pour cette question, comme on dit toujours dans ces cas-là, mais donc c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que la grande question qui se pose par rapport à la montée des inégalités dans le monde, et je ne dirais pas les inégalités à l'intérieur des pays, mais d'abord entre pays riches et pays pauvres, on le disait tout à l'heure, qui s'est accentué avec Covid, oblige à avoir une réflexion stratégique d'ensemble. Ce que vous dites, effectivement, c'est la question de la répartition de la richesse entre pays riches et pays pauvres. On ne peut pas avoir une logique qui serait une logique de fermeture des pays riches, excluant complètement les pays pauvres. Ça suppose un transfert, et ce transfert, évidemment, se fait au détriment des pays riches. Mais néanmoins, je crois qu'une des dimensions importantes qu'on doit avoir à l'esprit, et qui est quelque chose qui maintenant réapparaît très très vite, et ça c'est évidemment la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas dans la situation notamment du chômage fort qu'on a connu, on va dire, dans les 2 ou 3 précédentes décennies dans les pays riches. Nous, Français, on a une vision un tout petit peu biaisée de ce point de vue, parce que nous avons, entre guillemets, ce qu'on appelle un chômage structurel, où vous mettez des guillemets où vous voulez d'ailleurs, éventuellement un structurel en ce qui concerne la France, qui est plus élevé que les autres pays occidentaux, mais nous sommes bien de toute façon en réalité dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc ce qui signifie que la question du transfert de richesse ne se transforme pas nécessairement avec une montée du chômage, qui est souvent l'élément social le plus compliqué à gérer du point de vue des grandes démocraties d'Occident. Donc nous allons avoir une vraie réflexion à poser. L'Europe le fait aujourd'hui, de manière dont on va répartir la création de richesse entre les pays pauvres et les pays partenaires et les pays riches, notamment sur cette nouvelle valeur qui apparaît, je le rappelle, sur la question de la data. Il y avait hier une annonce très importante faite autour des GAFA et de l'Inde. L'Inde est par exemple donc un des grands pays du monde du point de vue du codage,
parce qu'il y a beaucoup de monde en Inde, 1,3 milliard de personnes, et beaucoup de gens qui codent. C'est par exemple des éléments sur lesquels on va travailler en Europe. L'Europe travaille beaucoup sur, par exemple, le lien que l'on peut avoir avec l'Afrique du point de vue de ces nouvelles approches de création de richesse, la manière dont on répartit la richesse, la manière dont on répartit l'endroit où la production va se faire. Peut-être juste pour l'anecdote, mais Thierry Breton, qui est aujourd'hui notre haut-commissaire européen, était président d'Atos. Et quand il était président d'Atos, il évoquait la perspective de placer un ordinateur quantique à Dakar avec l'idée d'une création, je dirais, d'unités scientifiques et de création d'écoles mathématiques sur l'Afrique noire pour permettre d'avoir justement cette idée de répartition de la richesse entre les pays émergents et les pays riches, notamment dans la stratégie occidentale. Une réaction très rapide? Oui, alors on revient un peu à ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Il faut bien voir que pour un pays comme la Chine, lorsque vous regardez la production, par exemple, vous prenez un iPad ou un iPhone, la Chine conserve un peu moins de 10% de la valeur ajoutée du produit aujourd'hui sur son territoire. Et en fait, ce à quoi aspire la Chine, c'est de passer de ce qu'on a appelé du Made in China au Made by China, c'est-à-dire qu'elle souhaite maintenant remonter en amont vers tout ce qui est innovation, design des produits, et en aval sur tout ce qui est contrôle, bien évidemment, des marques, de la commercialisation. Alors, tout ça repose sur une politique industrielle qui est très agressive, où la Chine a très clairement dit qu'elle ne renoncerait à aucun secteur, y compris dans les services. Alors, on se sait sur le plan financier, un pays qui est très fermé encore, mais sur le plan industriel, il n'y a vraiment aucun renoncement. Et donc la Chine nous pousse quelque part dans nos retranchements en Europe à rediscuter quelque part aussi de notre indépendance technologique. On a vu l'Allemagne en 2016 être un peu nerveuse avec le rachat d'un certain nombre d'entreprises de très haute technologie. Et donc on voit réapparaître des débats qui avaient complètement disparu d'une Europe peut-être qui était un peu naïve ou un peu poussée trop loin cette logique de marché et d'ouverture sans se poser trop de questions. Et donc il va falloir trouver un équilibre, comme vous venez de le dire, effectivement sur cette distribution à l'échelle mondiale de la valeur ajoutée. Mais tout ça se fait dans le cadre de tensions géopolitiques, comme vous l'avez rappelé, avec les États-Unis, parce que personne ne veut renoncer effectivement à ce contrôle des valeurs et des chaînes de valeur ajoutée. Merci beaucoup, on est vraiment pris par le temps, on est obligé de s'arrêter. Merci à tous les trois pour la précision de vos réponses. Merci à vous tous pour votre écoute attentive. Et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h pour une conférence sur l'impact investing. Très très belle journée.